Abidjan, 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Il est 12h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Mireille Akidié. Le Premier ministre appelle à la prise en compte des leçons tirées de la Covid dans l'environnement économique de la Poste. Patrick Hachi donne le coup d'envoi des travaux du congrès de l'UPU devant consacrer la stratégie d'Abidjan. Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à l'union pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Le renforcement de la cohésion sociale est une nécessité, a dit le chef de l'État. Le Burkina Faso ouvre son premier procès antiterroriste. 2 dossiers étaient hier à l'ordre du jour. Voilà pour le sommaire. Radio Côte d'Ivoire, bienvenue sur la raison. Madame, Monsieur, bonjour. Patrick Hachi lance les travaux du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tient depuis hier à Abidjan. Le Premier ministre représentait le président Alassane Ouattara à l'ouverture de ce grand rendez-vous de la poste mondiale marqué par la réflexion sur l'avenir du secteur postal face aux enjeux de la mondialisation et le renouvellement des instances de l'organisme. Il s'agira surtout de définir la nouvelle stratégie postale mondiale pour les 4 prochaines années. Le reportage de Adama Bakayoko. L'Afrique vous invite, la Côte d'Ivoire vous accueille, Abidjan vous reçoit. Le slogan du 27e congrès de l'Union postale universelle, savamment orchestré par le Ballet national de Côte d'Ivoire, dirigé par un certain John Momboy, chorégraphe ivoirien mondialement reconnu. C'est sur les notes festives du traditionnel Akwaba que les travaux ont été ouverts par le Premier ministre Patrick Hachi, faisant de ce rêve de tout un continent une réalité. 3 semaines durant, les délégations venues de 192 pays vont réfléchir sur la stratégie postale universelle pour les années à venir. L'enjeu principal, c'est de réfléchir à l'avenir de la poste dans un monde en perpétuelle évolution, marqué ces dernières années par la digitalisation tous azimuts. Diakité Koti Suleiman, président du 27e congrès de l'Union postale universelle. Des sujets comme la stratégie postale d'Abidjan, l'ouverture de l'UPU au secteur postal élargi, la réforme applicable aux contributions des pays membres et la question de l'intégration des produits et des systèmes de rémunération seront des points majeurs d'attention. Je vous exhorte à privilégier le consensus afin que nos décisions soient faciles à adopter. Le dernier congrès tenu sur le continent remonte à 1934 en Égypte, un congrès organisé par le Royaume-Uni à l'époque où l'Égypte était encore l'une de ses colonies. La tenue de ce congrès, dira le Premier ministre, incarne symboliquement le combat planétaire que les pays mènent contre la Covid. On écoute Patrick Hachi. Cet instant est historique car le continent africain attend ce moment depuis 1934 et plus particulièrement sa tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2004. Quel honneur et quelle fierté pour tout un continent et pour un pays. La Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Sa valeur même fut démontrée lors du choc mondial provoqué par la pandémie, au sens où, alors que des mesures de confinement furent imposées partout dans le monde, les opérateurs postaux furent parmi les rares acteurs économiques à qui il fut demandé de maintenir leur activité dans la plupart des pays. Je me réjouis également que l'une des thématiques principales du Congrès soit le développement du numérique et la digitalisation des services postaux. Le Mali est également présent à ce 27e congrès de l'Union postale universelle. C'est son Premier ministre qui, au nom du président de la transition, conduisait une forte délégation à cette grande réunion postale. Choguel Maïga a été reçu hier en audience par son homologue ivoirien. La situation politique, sociale et sécuritaire au Mali, ainsi que les perspectives pour le bien-être des populations ont dominé les échanges. Choguel Maïga, le Premier ministre malien, à sa sortie d'audience. Nous sommes sur une voie d'une inclusion totale, une transition inclusive pour réaliser les principales préoccupations des Maliens et Maliens aujourd'hui de l'intérieur et de la diaspora, à savoir
l'amélioration substantielle de la situation sécuritaire et la refondation de l'État malien. Nous avons une oreille attentive et le président Ouattara sera largement informé du contenu de nos entretiens. Le président Assimi Goïta sera également informé de la chaleur de l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée et surtout du contenu de la densité des entretiens que nous avons eus qui, j'en suis sûr, impacteront sur l'évolution de la situation et surtout donner à l'événement, le congrès de l'Union postale universelle, une dimension à la hauteur des attentes du président et du peuple ivoirien. Le président de la République, lui, est soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il annonce la poursuite des chantiers en vue de la transformation du pays. La mise en œuvre de ce programme de développement nécessite la stabilité. C'est pourquoi le chef de l'État appelle les Ivoiriens à l'union et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. On écoute le président Alassane Ouattara. La commémoration de l'indépendance de notre pays nous invite à nous réapproprier nos valeurs fondamentales, la tolérance, le travail, le vivre ensemble, la discipline et l'hospitalité. Pour ma part, je crois en ces valeurs. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je considère que chaque jour est une nouvelle opportunité d'œuvrer au rayonnement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. J'invite toutes les forces vives de la nation à travailler main dans la main à cette noble ambition dans la fraternité et la responsabilité. Le message du président Alassane Ouattara continue de susciter des réactions. Dans le Kabadougou, la vision de paix et du vivre ensemble du chef de l'État est saluée par les populations. Écoutons quelques réactions. Kone Souleymane, président du conseil régional du Kabadougou. Nous sommes tout à fait satisfaits de cette intervention et surtout de cette volonté de plus en plus manifeste d'offrir une Côte d'Ivoire qui soit la plus solide au plan social, la plus solide au plan de la collaboration entre les personnes ressources. La première personnalité aujourd'hui du pays nous indique le chemin à suivre. Et ce chemin devrait être suivi également au plan local, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'assister, mais c'est surtout suivre ce que le président dit et ce qu'il fait. Bamba Kwame Bernard, chef Accra Audéni. Et le message du président, j'ai été ému, très satisfait, parce que j'ai réuni cette communauté ethnique à Audéni pour que nous faisons la paix. Et avec cette paix-là, on peut développer Audéni. Lansine Touré, médiateur délégué des régions du Kabadougou et du Folo. Si le chef de l'État, dans son adresse, a insisté sur la cohésion sociale, je pense qu'il a fait déjà plus de 80% de notre travail. On comprendra que c'est une option nationale que nous devons tous prendre pour le bon vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique recommande aux candidats au BTS d'éviter toute tentative de fraude et promet d'endiguer ce fléau qui, selon lui, n'honore pas le système éducatif ivoirien. Recommandation faite hier lors du lancement des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur session 2021 à Cocody et à Yopougon. Ce sont 56 750 candidats qui frappent aux portes de l'emploi. Denise de la Fafiette. La chose qu'il faut éviter, c'est les tentatives de fraude. N'essayez même pas parce que les surveillants sont très vigilants et ça ne sert à rien d'échouer bêtement. C'est l'un des messages forts que le ministre Adama Diawara a donné aux différents candidats visités ce lundi. Un périple démarré au lycée classique d'Abidjan Cocody où il a donné le top départ des épreuves écrites. Il compte mettre tout en œuvre pour donner plus de crédibilité aux diplômes ivoiriens. La visite des centres d'examen s'est poursuivie à l'école William Ponty de Yopougon où le ministre s'est assuré du bon déroulement de l'examen, non sans prodiguer les mêmes conseils qu'au lycée classique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara fait le point de sa visite. Tout se déroule normalement. Je vois des candidats qui sont studieux et sereins. Et ça me rassure pour la suite. Parce que l'année dernière, nous avons connu une chute quand même de 20,45% en termes de taux de réussite par rapport à l'année précédente. C'est vrai que ça s'expliquait par un certain nombre de facteurs. Mais bon, cette année, en principe, l'impact a été moindre. Donc, on s'attend à ce que les résultats soient meilleurs. Vraiment, nous souhaitons que ce soit un examen zéro fraude. Parce que les résultats doivent refléter les niveaux de connaissance des apprenants. Face aux épreuves et avec un sentiment mitigé, quelques candidats nous donnent leurs impressions. Papi Guéry Landry, je me sens bien dans les épreuves. Ça a bien commencé. Bon, j'ai tout les sujets, en tout cas c'est bon, c'est abordable. Bakayoko Machine Florence. Je suis un peu stressée, mais ça va.
C'est un peu compréhensible, ça va. Notons que les 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 industrielles. Ils sont repartis dans 125 centres au plan national. Les épreuves pratiques, quant à elles, sont prévues du lundi 16 au samedi 21 août, quand les résultats pour l'admissibilité sont attendus le 23 septembre 2021 sous une note d'espoir pour tous les candidats. Bonne chance à vous. Dans le même temps, les meilleures élèves filles des classes de première C de tous les lycées de Côte d'Ivoire ont pris part à une journée d'immersion au Centre suisse de recherche scientifique. Cette journée se situe dans le cadre du camp d'excellence de 2 semaines initié par la Fondation Pathfinder dans le but de promouvoir le leadership féminin dans les domaines des sciences. Le directeur général du Centre suisse dit ici toute la fierté de son institution à accompagner une telle initiative. Professeur Enza Koné. Nous remercions la Fondation pour l'intérêt porté sur notre modeste institution. Le Centre suisse, c'est 70 ans de recherche en partenariat pour le développement durable. Une de nos missions, c'est de contribuer à la promotion du leadership transformationnel en Afrique, surtout dans la science. Et donc, pour promouvoir ce leadership africain, on doit mettre l'accent sur le renforcement des capacités. Et cela est d'autant plus indispensable de penser au cas des jeunes filles. Vous savez qu'on a des problèmes de scolarisation de la jeune fille et quand il faut embrasser une carrière scientifique, les jeunes filles sont très réticentes parce que c'est beaucoup de complications. Et donc, que la Fondation Pathfinder fasse la promotion du leadership féminin, nous ne pouvions qu'accompagner cela parce que ça contribue de cette promotion du leadership africain en matière de sciences. Direction d'Aloa, où l'école de gendarmerie de Torogwe a abrité une double cérémonie de baptême des élèves sous-officiers de la 22e promotion et la prestation de serment de la 21e promotion. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le général Vagondo Diomondé. Les élèves sous-officiers de la 2e année viennent ainsi renforcer l'effectif de ce corps d'élite sur le terrain. Alassane Koulibaly. Ils sont au total 401 élèves sous-officiers, dont 23 jeunes filles qui ont prêté serment après la passation de glaive entre les 2 promotions. Ils ont promis servir la nation tout entière avec fidélité et loyauté en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du commandant supérieur de la Gendarmerie nationale. Après 2 années d'intense formation, ces élèves sous-officiers de la 21e promotion du nom du maréchal des logis, chef Eouma Beignet Franck, quittent les salles de cours pour grossir l'effectif des gendarmes sur le terrain. Au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a instruit la promotion sortante sur ces différentes missions. Le général Vagondo Diomandé. Vous devez vous montrer assidu, vous montrer digne dans l'exécution de vos missions. Par vos actions quotidiennes, vous contribuerez à instaurer un climat paisible, propice au développement du pays pour le bonheur de l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien. Veillez partout à votre intégrité en vous éloignant de toute compromission. La 22e promotion des élèves sous-officiers de la première année a été baptisée Maréchal des Logis Koné Adama. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a demandé à ses 545 élèves sous-officiers d'agir de sorte à pérenniser le nom de l'illustre soldat qu'ils portent. Pour rappel, feu Maréchal des Logis Koné Adama a perdu la vie lors d'une attaque à Kafolo le 28 mars dernier. Alassane Koulibaly, d'Aloa, Radio Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso juge ses premières affaires antiterroristes. Le tribunal de grande instance de Ouagadougou a ouvert hier, cependant une semaine, le premier procès relatif aux actes terroristes que le pays connaît depuis 6 ans. 10 dossiers seront examinés par les juges. Pour la première journée, 2 dossiers étaient à l'ordre du jour. L'un concernait 2 Burkinabés accusés d'avoir commis des attaques contre la MINUSMA et les forces armées maliennes dans le nord du Mali. En RDC, la justice militaire a condamné à mort un policier pour le meurtre de son collègue. Il avait tué par balle son collègue sous-commandant lors d'un contrôle de port de masque, un cas qui illustre la montée des bavures policières ces dernières semaines. Par ailleurs, le décès suspect d'un ressortissant congolais en Inde provoque l'indignation. Le mouvement national congolais a organisé hier un rassemblement destiné à obtenir des excuses des autorités indiennes. Si rien n'est fait, le MNC menace de mener des actions dites d'envergure à Goma, dans l'est de la RDC. Arrêté pour possession présumée de drogue à Bangalore, en Inde, ce Congolais de 27 ans est mort quelques heures plus tard dans sa cellule alors qu'il était en garde à vue. Retour chez nous avec notre dossier économie. Lydie Kouadou nous conduit dans l'univers des prestataires de Mobile Money.
Le dossier de la rédaction. Le mobile money a été introduit en Côte d'Ivoire en 2010. Il s'agit d'une monnaie électronique créée par des opérateurs télécoms stockée sur un portefeuille électronique adossé au forfait téléphonique. Cette technologie permet donc aux personnes d'envoyer ou de recevoir de l'argent digitalisé grâce à leur téléphone. Entre 2014 et 2018, le mobile money a entraîné à lui tout seul une augmentation de 20% du nombre de titulaires de comptes financiers dans l'ensemble du pays. En dépit de cette utilisation massive, les propriétaires des points de vente mobile money de Côte d'Ivoire rencontrent d'énormes difficultés. Winsou Célestin, propriétaire d'un point de vente. Il y a des flux financiers importants dans le secteur du mobile money. Mais regardez un peu comment se présentent les agences. Beaucoup sont dans des baraques. Ceux qui sont dans des magasins en dur n'ont pas de vigile pour assurer la sécurité. Pourtant, c'est du capital que les gens brassent. En réalité, c'est un secteur qui est porteur, mais le commissionnement ne permet pas aux prestataires de ce secteur d'activité de vivre décemment. Pour ces différentes raisons, les responsables d'établissements de transfert d'argent ont décidé d'unir leurs forces en mettant sur pied le syndicat national des propriétaires de mobile money en Côte d'Ivoire, SINAMSI. Winsou Célestin est le secrétaire général de ce syndicat. Nous voulons nous retrouver pour essayer de recenser de façon exhaustive tous les problèmes inhérents au secteur d'activité, mais en même temps, nous voulons mettre en commun nos différentes réflexions pour proposer les solutions idoines, non seulement aux distributeurs de monnaie électronique, mais aussi aux régulateurs. Félix Koulibaly, secrétaire général adjoint du SINAMSI, souhaite quant à lui que l'État s'intéresse de plus près à leur secteur d'activité. Si l'État déjà à son niveau décide de passer par le mobile bank pour élever la bancadation, il faille vraiment qu'il le puisse jeter un coup d'œil sur les prestataires même qui vendent ces produits. Normalement au dépôt, il n'y a pas de frais à payer. C'est pourquoi très souvent quand un client fait un dépôt, on lui demande est-ce que vous souhaiteriez payer les frais. Sinon, normalement, c'est quand vous devrez envoyer 5 000 à quelqu'un, vous déposez les 5 000, la personne reçoit 5 000. Mais quand vous souhaitez que la personne récupère 5 000, c'est seulement que vous payez les frais. L'opérateur dit si vous déposez un montant supérieur à 5 000, prévoyez le thème de l'État. Donc en ce moment, ça fait le droit de thème qui est 100 francs, plus les frais de retrait que le client prévoit pour le retrait. Si l'État s'ingère dans les fonctions des propriétaires des points de vente que nous sommes sûrs qu'ils pourront atteindre l'objectif de l'accroissement de la bancarisation au niveau de l'espace public. Autre préoccupation soulevée par les propriétaires des points de vente, le manque de formation. Félix Koulibaly. Il n'y a pas de formation. La seule formation qui est disposée, ou bien qu'on donne au PDV, c'est lorsque le papier est disponible, le partenaire t'appelle, te montre comment est-ce que tu fais un retrait, un dépôt, et comment est-ce qu'il faut prendre certaines précautions pour ne pas être à la quai. C'est tout. Tanoyapi Blaise, quant à lui, déplore l'anarchie qui s'installe de plus en plus dans ce domaine d'activité. Chacun vient, il dépose un point de vente là où il veut et puis il commence à faire son activité. Au niveau des installations, des magasins, voilà, le service mobile money, il n'y a pas de distanciation. Donc ça fait que chaque personne vient installer un magasin là où il veut, ce qui n'est pas normal. Voilà. Même si beaucoup de consommateurs utilisent la monnaie électronique pour une question de sécurité, beaucoup reste à faire pour améliorer le service. Madame Kone Titiane. Il y a trop d'arnaques. Moi, j'ai jamais été arnaquée, mais j'ai des connaissances qui ont été beaucoup arnaquées. Donc à revoir les coûts, c'est vraiment coûteux, ça vous fatigue. Les frais sont élevés. Les logos Ousmane. Avec l'argent physique, je peux être volé à tout moment. Je peux perdre aussi de l'argent. Mais par contre, de façon électronique, l'argent, tant que je ne l'ai pas retiré, il est là. Quand on se trompe, ça nous fatigue un peu. Quand tu te trompes le numéro et ça va ailleurs pour que ça puisse revenir, on a ce problème. Donc maintenant, je fais plus attention quand je viens faire un transfert. Je demande à la dame de me donner le nom de la personne. L'accès facile à ces points de vente est aussi apprécié par les consommateurs. Cramo Conan Francis. Aussi, si on a besoin d'argent après ça, on peut se rendre, quel que soit le lieu, s'il fait nuit, on peut aller dans un coin pour pouvoir retirer. Pour certains, comme Yves Quadio, l'État doit aussi réglementer les horaires de travail dans le secteur du mobile money. C'est l'État qui doit réglementer pour éviter vraiment certains quiproquos entre clients et prestataires. Ce qui concerne les transferts où il y a toujours des erreurs, là c'est un peu plus personnel, plus technique. La caissière comme ça, par inattention, si elle va au-delà de son temps de repos,
repos. Il peut arriver qu'elle soit déconcentrée, il peut arriver qu'elle soit sous l'émotion, soit due à la perte d'un parent, et puis quelqu'un vient faire un dépôt ou un transfert. Vous voyez que forcément, il peut y avoir des erreurs, alors que les erreurs en matière de transfert sont impardonnables. Parce qu'une fois que le transfert est parti, il n'y a plus de retour, à moins que vous fassiez des oppositions. Caissière dans une agence de transfert d'argent, Mionoko Michel a été victime d'arnaque. Elle nous raconte sa mésaventure. J'ai été arnaquée à hauteur d'une somme de 83 000. Maintenant, j'ai pris de l'argent auprès de ma grande soeur pour rembourser. Donc actuellement, je rembourse un peu avec elle, comme c'est ma grande soeur. Parce que quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit que ton patron dit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Pourtant, lui-même, il était juste à côté. J'ai pas eu vraiment d'esprit pour l'appeler, pour lui demander. À chaque fois, il nous parlait de ça. Notons qu'en 2018, le nombre d'agents actifs de Mobile Money s'élevait déjà à plus de 93 000 contre 16 000 en 2014. C'était le dossier de la rédaction. Ce journal est fini, le rappel des titres. Le Premier ministre appelle à la prise en compte des leçons tirées de la Covid dans l'environnement économique de la Poste. Patrick Hachi donne le coup d'envoi des travaux du congrès de l'UPU devant consacrer la stratégie d'Abidjan. Alassane Ouattara invite les Ivoiriens à l'union pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Le renforcement de la cohésion sociale est une nécessité, a dit le chef de l'État. Le Burkina Faso ouvre son premier procès antiterroriste. 2 dossiers étaient hier à l'ordre du jour. Ainsi va l'actualité de ce mardi. Merci de votre attention. L'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire est notre invité ce midi. Son Excellence Madame Marie-Yvette Koloko, interrogée par Corona Sekongo. C'était le journal présenté par Mireya Kédié. L'invité du jour. Excellence Marie-Yvette Koloko, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes l'ambassadeur de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous présenter ce pays frère? Le Cameroun est véritablement un pays frère pour la Côte d'Ivoire. Ils ont une histoire pratiquement identique, un parcours historique un peu identique avec un passé colonial. Et la différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est que le Cameroun a eu un passé colonial plutôt double et puis a été placé sous la double tutelle britannique et française qui a permis d'avoir l'indépendance du Cameroun oriental, qu'on appelle le Cameroun francophone aujourd'hui en 60, et puis l'autre Cameroun, la partie anglophone qui représente 20% du territoire en 61. En 72, nous avons fait ce qu'on appelle la révolution de l'État unitaire qui a permis que nous passions de la République fédérale que nous avions en 1961 à la République unie le 20 mai 72 où les 2 États fédérés sont devenus un et on parle uniquement aujourd'hui de la République du Cameroun en vertu donc de cette évolution de l'État fédéral, de la République fédérale vers la République unie. Alors, on est tenté justement de vous poser la question de savoir comment se porte aujourd'hui le Cameroun après les différentes échauffourées qu'on a pu constater entre la zone anglophone et la zone francophone. Le Cameroun se porte plutôt bien. C'est vrai qu'on a connu depuis les années 2008-2013 des revendications sécessionnistes par une partie de la population de nos concitoyens anglophones, mais ils sont très vite revenus à de meilleurs sentiments parce qu'ils ont eu en face le président de la République qui a fait montre vraiment d'un homme d'État soucieux de rassembler ses enfants. On a pu recenser les différentes revendications qui étaient exprimées et nous avons eu le grand dialogue national qui a permis d'aboutir à l'octroi à cette partie du territoire d'un statut spécial dans le cadre de la décentralisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques violences résiduelles, mais qui sont beaucoup plus le fait du grand banditisme. Mais aujourd'hui, on évolue vraiment vers une stabilité où il y a un consensus sur la nécessité pour le Cameroun de demeurer uni. La Côte d'Ivoire et le Cameroun ont beaucoup de similitudes. Comment vous expliquez ces différentes similitudes entre les 2 États? C'est une question que j'aime beaucoup en ma qualité d'ambassadeur parce que je me sens à la fois ivoirienne et camerounaise. C'est pas seulement des similitudes, mais on considère la Côte d'Ivoire et le Cameroun comme des pays siamois. Il y a l'un qui est en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, et l'autre qui est en Afrique centrale, mais dans exactement la même configuration. C'est-à-dire qu'en Afrique centrale, nous avons la CEMAC avec 6 États et la CEAC, la Grande Afrique centrale, avec 11 États. De même qu'en Côte d'Ivoire, nous avons l'UEMOA avec 8 États et puis la CEDEAO. Et de part et d'autre, nous avons la Côte d'Ivoire qui est la locomotive de l'UEMOA et la deuxième économie de la CEDEAO après le Nigeria. De la même manière, le Cameroun en Afrique centrale est la locomotive de la CEMAC et également la locomotive de la CEAC. Donc, ils font tous partie de ce qu'on appelle en relations internationales les pays à revenus intermédiaires en voie de développement. Ils ont des partenaires communs, ils produisent pratiquement les mêmes produits, les hydrocarbures, le coton, le cacao, le café. On travaille ensemble pour le cacao, on travaille ensemble pour la noix de cajou, on travaille beaucoup aussi dans l'informel, le textile, puis dans le domaine des hydrocarbures, du pétrole, également dans le domaine minier, comme c'est l'actualité en ce moment, dans le domaine sécuritaire. On sent que les populations s'intéressent de part et d'autre à la politique de chaque nation. Donc souvent
on a droit à des pics. Oui, nous avons appris à connaître ces pics, mais c'est davantage des pics de frères. Parce que justement, on s'intéresse l'un à l'autre parce que ce sont des frères. Et également dans le football, pas seulement en politique. À combien sont les Camerounais vivant aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il y a quand même un grand nombre. Oui, tout à fait. Il y a une très grande colonie camerounaise en Côte d'Ivoire. Elle est très diversifiée. Elle est à peu près dans mes registres consulaires. Nous avons 40 000 Camerounais. C'est l'occasion pour moi de redire toute la reconnaissance du Cameroun au gouvernement et au peuple ivoirien pour leur hospitalité. C'est vraiment une terre d'hospitalité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 61 ans. On est dans le courant, en tout cas, de la fête de l'indépendance. Quels sont vos vœux pour ce pays? Mes vœux sont nombreux pour la Côte d'Ivoire. Le premier, évidemment, c'est d'abord des félicitations à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et à l'ensemble du gouvernement et également à la nation ivoirienne tout entière. Vraiment chaleureuse et vive félicitations de la part de l'ambassade du Cameroun et du Cameroun tout entier parce que le chef de l'État l'a fait. Le premier vœu, c'est, comme dit le président Ouattara, une Côte d'Ivoire unie et réconciliée. Donc, l'occasion pour nous aussi de saluer de nouveau la dynamique de dialogue et de réconciliation initiée et poursuivie par le président Ouattara et à laquelle s'associent tous les autres acteurs, les acteurs principaux de la scène politique ivoirienne. Alors, le second vœu, c'est que la Côte d'Ivoire conserve son leadership sur le plan économique, sur le plan politique, parce que la Côte d'Ivoire, je prends Abidjan par exemple, qui est considérée comme la première ville africaine au sud du Sahara, la plus belle. Et nous souhaitons vraiment de tout cœur que la Côte d'Ivoire maintienne ce leadership. Je voudrais dire qu'il y a énormément de mariages entre Ivoiriens et Camerounais. Je dois gérer une population de métis entre les deux pays. Je forme le vœu que cette coopération et puis se consolide toujours davantage. Excellence Marie-Yvette Koloko, merci. Je vous en prie, madame. Tout le plaisir est le nôtre.